Je suis donc très heureux de vous accueillir au nom de l'AFPEN pour ce deuxième conférence en ligne. La première, à laquelle un certain nombre d'entre vous ont dû assister, a eu un vif succès avec plus de 900 participants en direct en ligne. Et puis, il y en a autant qui ont regardé le webinaire ensuite à la demande, qui est toujours accessible sur notre site internet et qui le sera jusqu'à la fin du mois de juin, voire pendant les vacances du mois de juillet. L'AFPEN donc prend peu à peu sa place avec ce nouveau dispositif qui effectivement s'est mis en place et qui connaît un grand succès sur la période de confinement. C'est un nouveau moyen de communication auquel nous essayons de nous adapter. Je remercie bien entendu les 3 psychologues de l'éducation nationale qui sont membres du conseil d'administration et qui vont se risquer dans quelques instants à proposer leurs outils, leurs pratiques en partage, et qui sera ensuite suivi d'un échange autour de leur présentation. Donc, je remercie en même temps Clotilde Kamal, qui administratrice, j'en bafouille, déléguée départementale de l'AFPEN dans le Gard, qui a fait partie du comité d'organisation du congrès de l'AFPEN à Montpellier en 2017, et qui va donc animer cette deuxième conférence. Je dois redire en tant que président notre volonté de mettre en partage des approches différentes de la psychologie. Vous entendrez aujourd'hui des propositions différentes du premier webinaire, sans doute, avec des approches et des thématiques variées. J'espère que nous pourrons, soit d'ici la fin de l'année, soit en septembre, vous proposer encore d'autres thématiques, d'autres approches et peut-être d'autres mises en scène. Vous le savez sans doute, notre association, elle poursuit inlassablement ses objectifs pour que l'apport de la psychologie soit pris en compte et au service de l'institution et bien entendu prioritairement, comme on dit, au service de l'intérêt supérieur de l'enfant, du respect de sa subjectivité, bien entendu, pour son meilleur développement. La reprise de l'école date du 11 mai, puis ça est étalé dans le temps. Il y a encore des enfants nouveaux qui arrivent chaque jour dans les écoles, en fonction du lieu où vous exercez. La période, elle est intense. La mise en place du cadre sanitaire a beaucoup occupé les équipes. Le contexte sanitaire évolue rapidement et peut mettre ici ou là quand même les adultes et les enfants en difficulté dans des écoles où l'atmosphère est quand même assez particulière. Il y a très peu d'enfants en majorité, assez calme, il n'y a pas beaucoup d'excitation, moins de violente qui est apparente. Mais qu'est-ce qu'on peut penser de tous ces élèves qui ne seront pas revenus d'ici les vacances? Et de l'atmosphère entre enseignants et parents qui, peut-être dans certains endroits, est en train de se détériorer. Beaucoup de questions, comme souvent nous nous posons. Nous aurons encore beaucoup à penser pour cette période qui s'ouvre. Que notre association vous accompagne sur le plan professionnel, c'est vraiment la volonté du conseil d'administration et de son président. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, à adhérer à l'association. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons porter auprès de tous nos partenaires et auprès de l'institution la parole des psychologues. Je voulais terminer par une pensée très affectueuse pour une de nos administratrices, Françoise, que la vie met aujourd'hui à rude épreuve. Donc, tous ceux qui te connaissent, Françoise, admirent vraiment ton courage et nous pensons très très fort à toi en cette journée. Je vous souhaite donc une très bonne conférence et c'est avec un très très grand plaisir, un immense plaisir, que je cède volontiers la place à Clotilde Kamal qui va venir me rejoindre et donc je vais m'absenter. Voilà, très bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Donc, ce deuxième webinaire vous est proposé afin de vous donner des informations, accompagner la fin de cette ère et envisager la rentrée de septembre dans ce contexte nouveau. Les intervenantes, donc membres de l'AFPEN, ont été formées ou ont mené des travaux de recherche en lien avec les sujets qu'elles vont partager avec vous cet après-midi. Mélène Descambal vous parlera du sentiment de compétence et de bien-être à l'école. Fanny Designe donnera des éléments pour renforcer les capacités de résilience.
Geneviève Péquineau, expliquera comment accompagner des équipes par du soutien ciblé selon le modèle systémique. Je voulais vous dire que sur la droite de votre écran, vous avez des colonnes différentes. Vous avez chat, où là, bien sûr, vous commencez à discuter entre vous puisque ça s'affiche également à mon écran. Pour les questions que vous souhaitez poser pour le temps de partage après la présentation, je vous invite à les poser dans la colonne questions. Voilà. Le chat étant réservé à vos échanges entre vous. Seules les questions, bien sûr, en rapport avec les sujets énoncés cet après-midi seront traitées. Dans l'espace questions, vous pouvez également faire part de votre expérience. Vous pouvez déposer des documents afin de rendre ce webinaire plus participatif pour vous, puisque vous ne pouvez pas prendre la parole en direct, malheureusement. Et cela nous permettra de mettre une trace sur le site de ce temps partagé ensemble. Les PowerPoint seront disponibles également sur le site de l'AFPEN, tout comme la vidéo des interventions de cet après-midi. Je vous souhaite et je nous souhaite un moment riche et agréable. Je vous retrouve ensuite pour le temps d'échange et je laisse la parole à Mélène Descamps-Bal. Merci. Bonjour, je suis Mélène Descamps-Bal, psychologue de l'éducation nationale au premier degré à Paris. J'ai été formée à l'enseignement des compétences psychosociales à l'école et je fais partie d'un groupe de recherche académique sur le bien-être à l'école. Je vais vous présenter quelques pistes de réflexion pour penser cette fin d'année scolaire pas comme les autres, ainsi que la perspective de la rentrée suivante. Dans nos missions, nous avons à nous préoccuper et à nous occuper des actions en faveur du bien-être psychologique et des compétences sociales, qui sont particulièrement importantes en cette période. En effet, les risques de mal-être, de désinvestissement, de rupture, de cumul de fragilité sont majorés pour beaucoup. Le bien-être et la socialisation apparaissent désormais pouvoir prendre la place centrale qu'ils devraient toujours occuper. Mais nous n'avons que peu de temps d'ordinaire à consacrer à des actions plus approfondies à ce niveau, que ce soit en prévention ou en accompagnement. C'est peut-être un moment plus privilégié pour le faire en ce moment. Mais qu'est-ce que l'on entend par bien-être psychologique ? Le bien-être psychologique est lié au sentiment de compétence ou d'efficacité personnelle, comme nous l'ont montré les recherches depuis qu'Albert, au sentiment de compétence ou d'efficacité personnelle, comme nous l'ont montré les recherches depuis qu'Albert Bandura a défini ce sentiment. Mais le bien-être à l'école n'est pas qu'individuel. Il se pense dans une approche globale qui peut se concevoir en termes de climat scolaire. Le climat scolaire n'est pas le produit des niveaux de bien-être individuels. C'est une approche systémique. C'est une dynamique. Cela commence par la prise en compte de soi-même, de ses propres besoins et de son propre bien-être, par prendre soin de soi, puis par l'aide et l'accompagnement des équipes, des adultes de la communauté. Et cela est plus particulièrement important et possible en ce moment. Cette période peut en effet représenter une occasion de retisser des liens, de concevoir des nouvelles choses, d'innover. Tout d'abord, il me semble important de vous parler de deux principes sur lesquels nous devons continuer à peser et qui peuvent être toujours utilement rappelés aux enfants, aux équipes enseignantes et aux familles. La recherche établit qu'il est très important de favoriser la motivation interne ou intrinsèque, faire pour la satisfaction intrinsèque de faire et non pour une récompense ou une note quelconque. La motivation externe ou extrinsèque reste de fait beaucoup trop la norme dans notre système scolaire, ce qui alourdit la souffrance de beaucoup, adultes comme enfants. Cela affaiblit le sentiment de compétence en développant l'esprit de compétition et de comparaison, qui ont des effets délétères, au lieu de développer l'esprit de coopération. Il paraît ainsi utile de rester des avocats fermes de ce changement de paradigme et également au niveau d'un autre élément qui est utile de garder à l'esprit, également mis en évidence par de nombreuses recherches, et qu'il est fondamental de favoriser une mentalité de croissance qui s'oppose à une mentalité dite fixiste. Il s'agit d'apprendre à différencier ce que l'on fait de ce que l'on est.
Notre culture favorise cette attitude fixiste et les enfants en particulier sont beaucoup trop souvent ramenés à ce qu'ils sont plutôt que ce qu'ils font. Supposément, également mis en évidence par de nombreuses recherches, et qu'il est fondamental de favoriser une mentalité de croissance qui s'oppose à une mentalité dite fixiste. Il s'agit d'apprendre à différencier ce que l'on fait de ce que l'on est. Notre culture favorise cette attitude fixiste et les enfants en particulier sont beaucoup trop souvent ramenés à ce qu'ils sont plutôt que ce qu'ils font. Supposément intelligents, doués ou méchants, nuls, pas doués en quelque chose. Plaider pour une approche dite de croissance permet de sortir d'un piège pour tous, adultes comme enfants, élèves faibles comme bons élèves. Les bons élèves peuvent avoir peur que l'on découvre qu'ils ne sont pas si doués et intelligents que cela et ainsi avoir du mal à sortir de leur zone de confort et à se confronter à certaines tâches. Toute cette approche sur le bien-être à l'école s'appuie sur la psychologie dite positive, introduite par Abraham Maslow en 1954 et définie par Martin Seligman en 1998. Il s'agit de l'étude des conditions et processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des gens, des groupes et des institutions. Et au niveau du bien-être, les recherches ont défini 5 dimensions du bien-être qui peuvent nous servir d'appui pour ce soutien au bien-être que nous pouvons proposer. D'abord, il y a les émotions positives, les plaisirs de la vie, quand on se sent bien. Bien sûr, c'est un pilier du bien-être. Il y a aussi ce qui a été défini par l'état de flux, qui est un état, quand on est engagé dans quelque chose que l'on fait, qui est le flow, ce qu'on appelle aussi le flow, l'engagement, le plaisir de faire pour faire. Il y a aussi tout le domaine des relations positives. Là, je vais vous en parler plus longuement après. C'est une approche positive des contacts avec les autres, qui n'est pas assez souvent la norme dans notre institution très hiérarchisée et avec des rapports assez magistraux dans tous les domaines. Il y a aussi faire des choses qui ont du sens. C'est très important et on va voir que c'est central, en particulier pour le bien-être des enseignants. Et il y a aussi le sentiment d'accomplissement. Donc, toutes ces dimensions sont des supports de travail et d'action sur lesquels nous pouvons élaborer différents types d'accompagnement. En ce qui concerne le bien-être des professionnels de l'éducation avec lesquels nous travaillons et que nous sommes aussi, les études montrent, alors sur le bien-être des enseignants en particulier, montrent qu'il est particulièrement important d'accompagner le renforcement d'une identité professionnelle positive qui se construit en s'appuyant sur ses forces de caractère personnelles. Les enseignants et les professionnels travaillent comme ils sont, avec leurs points forts, leurs points faibles, leur caractère personnel, et il importe à la fois de les aider à avoir s'appuyer sur leurs propres forces personnelles, tout en construisant une identité professionnelle commune. Et c'est apparemment quelque chose de fondamental pour leur bien-être et pour le nôtre aussi. Et il est fondamental, apparemment, la dimension la plus importante au niveau du bien-être des professionnels de l'éducation, c'est la possibilité de trouver du sens dans son métier, car cela permet l'adaptation et la résilience dans les circonstances changeantes qui sont pour l'instant les nôtres. C'est très important de se centrer là-dessus. Ainsi, qu'est-ce que l'on peut proposer comme piste d'aide et d'accompagnement pour les enseignants ? On peut les aider à reconnaître les difficultés, à exprimer les émotions, à les partager, à considérer les émotions négatives comme des informations, des renseignements qui sont des points d'appui dans un esprit de mentalité de croissance pour justement voir comment on peut accompagner une évolution possible.
On peut aussi soutenir effectivement les échanges vers la recherche de solutions, toujours dans cet esprit de croissance. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Évidemment, dans des circonstances comme celles qui sont le cas dans ces normes nouvelles, c'est effectivement ce qui se construit tous les jours. Et nous avons probablement des rôles à jouer importants à ce niveau-là. Évidemment, soutenir tout le travail d'équipe en collaboration, partager les bonnes pratiques. Il y a beaucoup d'échanges qui ont eu lieu entre professionnels. On ne peut que saluer l'innovation d'ailleurs, qui a été la norme pendant cette période nouvelle. Il est important aussi que nous puissions aider à réaffirmer le sens et le sentiment de compétence, comme on l'a vu avant, en identifiant des pistes et des soutiens, des outils de résilience pour les enseignants. Et également, nous pouvons aider au tri d'informations. En ce moment, nous sommes noyés sous des flots d'informations, parfois très contradictoires, très souvent anxiogènes. C'est important pour nous aussi et pour les équipes avec qui nous travaillons de trier ces informations et aider à se relier à des contacts positifs. En ce qui concerne l'accompagnement pour le bien-être des élèves, alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Par exemple, l'étude PISA de 2015 s'est penchée sur le bien-être des élèves à l'école. Il apparaît, la recherche montre, que la relation entre le bien-être perçu et les résultats scolaires est médiatisée par le sentiment de compétence. La recherche l'établit assez nettement. Et les études pointent sur plusieurs facteurs importants sur lesquels on peut travailler pour le bien-être à l'école. Et en particulier 2 recommandations des études dont je vous parlais, PISA en 2015 sur le bien-être à l'école, sont 2 points sur lesquels nous pouvons particulièrement agir. Il s'agit d'améliorer le sentiment d'appartenance et de compétence. C'est une notion extrêmement centrale qui peut guider beaucoup de nos interventions. Et accompagner aussi les rapports positifs avec les enseignants, ce que nous avons toujours fait, bien sûr, ces domaines-là, mais il y a des tas d'actions assez spécifiques que nous pouvons mettre en œuvre. Donc, comment peut-on accompagner le développement de ce sentiment de compétence et le bien-être à l'école pour les élèves? Outre nos actions habituelles, il y en a beaucoup que nous pouvons approfondir en ce moment particulier. Je vais en citer juste quelques-unes, quelques axes. Donc, bien sûr, l'accompagnement des équipes et des familles pour la mise en place de contextes respectueux du bien-être au niveau de l'environnement. Alors, c'est particulièrement une gageure en ces temps de protocole sanitaire, même s'il apparaît qu'il va un petit peu se relâcher prochainement, c'est ce que l'on souhaite, parce que c'est très compliqué de travailler dans ces conditions. Mais nous avons une voix, un regard qui peut être important. Je vais vous présenter après des petits exemples. Nous avons certainement un rôle à jouer dans la promotion de rapports positifs, d'une éducation positive. C'est très important en ce moment. L'éducation positive, c'est un travail qu'on peut faire vraiment au niveau des familles aussi. C'est pointer, féliciter, renforcer plutôt les stratégies, les processus que les résultats et les finalités qui sont trop la norme de notre institution scolaire. Et là, en ces temps où justement l'école n'est plus comme avant, où on est par petits groupes, où il y a moins de questionnements par rapport à des notes, à des passages, à des choses comme cela, c'est, je pense, le moment justement de plus être dans cette attitude de croissance, de regarder sur quoi on peut travailler, d'apprendre de ses erreurs. Je vous parlerai un petit peu plus loin aussi de la discipline positive. Et également, un des axes sur lesquels on peut travailler, c'est la promotion de l'éducation socio-émotionnelle. Alors là, c'était pour vous illustrer, par exemple, ce qui s'est passé dans une école où je travaille, où nous avons essayé de voir comment accueillir les enfants avec le protocole sanitaire sans trop les stresser. Et les enseignants de cette école ont trouvé qu'il serait bien de faire des petites maisons pour chaque enfant en maternelle, avec petites plantes, petits coins repos,
petits outils particuliers, mais ce petit côté petite maison avec chaque enfant qui avait son espace personnalisé. En ce qui concerne les rapports positifs, je voulais aussi parler de la discipline positive. Je ne vais pas vous faire une conférence dessus, ça serait trop long, mais c'est aussi l'occasion peut-être de travailler là-dessus, avec les 4 aspects fondamentaux dans ces disciplines positives, donc un cadre ferme et bienveillant, prendre l'erreur comme une opportunité d'apprentissage, toujours la mentalité de croissance, avec, en cas d'incident, toujours cette approche constructive. Que s'est-il passé? Qu'aurait-il fallu faire et que faire la prochaine fois? C'est valable bien sûr aussi pour les adultes. Et mettre en place des systèmes de réparation et non de punition, parce que nous savons que les punitions sont délétères et inefficaces. En ce qui concerne l'éducation socio-émotionnelle, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'apprentissage de compétences transversales qui concourent à la réussite scolaire et au bien-être à l'école. C'est quelque chose qui est maintenant promu au niveau international dans beaucoup de systèmes et également maintenant en France, mais nous sommes voilà, un petit peu au début de toutes ces nouvelles choses et aujourd'hui paraît un moment important pour développer et promouvoir cette éducation. C'est une démarche globale qui prend en compte les besoins psycho-affectifs des élèves et vise à les aider à développer leurs capacités sociales et émotionnelles. Les recherches objectivent des effets positifs et également des effets à long terme sur les apprentissages scolaires, les comportements, les attitudes et les compétences nécessaires à la réussite à l'école. Alors, il y a beaucoup de programmes qui sont déjà existants et je vais vous présenter quelques principes. Donc, c'est un enseignement que l'on choisit, qui se sélectionne en fonction des besoins du terrain et qui doit être tissé dans les apprentissages quotidiens et faire référence. Ce n'est pas une matière à part, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. C'est un enseignement qui doit être explicite et qui doit permettre aux élèves de s'approprier les concepts, les notions qu'on essaye de leur faire acquérir par des mises en situation préparées et des mises en application liées aux événements de leur vie. Et c'est aussi un enseignement qui doit être établi en partenariat avec tous les membres de la communauté éducative, si on peut effectivement avoir aussi les familles et toutes les personnes qui interviennent dans l'école, dans la boucle, c'est évidemment beaucoup plus efficace. Les compétences à travailler ont été définies par l'OMS, entre autres, mais il apparaît, d'après les recherches, qu'on peut travailler particulièrement dans 5 ensembles connexes de compétences qui favorisent respectivement la conscience de soi, donc tout ce qui est travail autour des émotions, comment évaluer voilà, ses points forts et ses points faibles, et tout ce qui est autour de l'autogestion, la capacité à gérer les émotions, les impulsions, le stress, la motivation, de trouver des façons de réaliser ses objectifs, la sensibilisation sociale, tout le rapport à l'autre, comment on reconnaît les émotions des autres, les autres perspectives. Les compétences donc relationnelles, comment bâtir des relations saines, communiquer de façon aussi saine, résoudre des conflits et travailler, jouer, apprendre avec les autres. Et également la prise de décision responsable. Donc c'est quel choix on fait et comment est-ce qu'on essaye de développer justement les liens dans une approche un petit peu plus dynamique. Par exemple, là, je vous montre aussi dans une école, on avait mis en place une infirmerie des émotions avec les différentes émotions qu'on pouvait travailler. Alors ça, c'était un espace collectif qui a été converti en espace individuel à l'occasion des nouvelles normes sanitaires où chaque enfant a son petit panier d'émotions sélectionné en fonction de ses besoins à lui, son propre doudou et ses propres affaires qui peuvent l'aider.
Ici, je vous montre une table de paix, un outil très simple pour la résolution de conflits, où deux enfants qui ont un conflit peuvent s'asseoir pour résoudre le conflit. Donc tout cela est joué et entraîné par des petites scénettes au niveau de la classe préalablement. Mais le principe, c'est que quand un enfant se trouve en conflit avec un autre, il peut l'inviter à cette table de paix. On ne refuse jamais une bonne invitation. Ensuite, les enfants se sont entraînés à donc résoudre leurs conflits avec des messages clairs, des messages jeux, en disant « je n'aime pas quand tu fais cela ». Et ils essayent de résoudre leurs conflits comme cela, avec des messages clairs. S'ils n'y arrivent pas, le protocole de la table de paix est de faire appel à une tierce personne neutre, en général un camarade sur lequel ils sont d'accord, qui peut les aider à prendre un peu de perspective. Et si cela ne marche toujours pas, ils peuvent appeler à d'autres, à toute la classe ou aux adultes, pour les aider à résoudre le conflit. Voici donc des références par rapport à ce que je viens de vous présenter et toute une liste d'outils en rapport avec ce que je viens de vous dire, dont des outils qui ont été revus et élaborés en fonction de ce nouveau contexte, qui vous décrivent des petites activités simples, concrètes et pratiques que vous pouvez mettre en place vous-même par petits groupes ou dans le travail de A à Z, ou accompagner les enseignants dans un travail d'équipe pour mettre en place. En ce moment, ça peut vous être très utile. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation dans cette navigation plus complexe que d'habitude qui est la nôtre en ce moment. Merci. Bonjour à tous et toutes, je suis Fanny Dessigne, je suis psychologue de l'éducation nationale EDA et je vais vous parler aujourd'hui de la manière d'améliorer les compétences de résilience. Donc renforcer les capacités de résilience. Donc je vais commencer mon propos par un petit clin d'œil à Boris Cyrulnik et à sa métaphore des casseurs de cailloux. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. En se rendant à Chartres, un voyageur voit sur le bord de la route un homme qui casse des cailloux à grands coups de maillet. Son visage exprime le malheur et ses gestes la rage. Le voyageur demande « Monsieur, que faites-vous » ? « Vous voyez bien, lui répond l'homme, je n'ai trouvé que ce métier stupide et douloureux. » Un peu plus loin, le voyageur aperçoit un autre homme qui lui aussi casse des cailloux, et son visage est calme et ses gestes harmonieux. « Que faites-vous, monsieur » lui demande le voyageur. « Eh bien, je gagne ma vie grâce à ce métier fatigant et qui a l'avantage d'être en plein air, lui répond-il. Plus loin, un troisième casseur de cailloux irradie de bonheur. Il sourit en abattant la masse et regarde avec plaisir les éclats de pierre. « Que faites-vous » lui demande le voyageur. « Moi, répond cet homme, je bâtis une cathédrale. » Effectivement, je trouvais que cette métaphore des casseurs de cailloux illustrait bien ce que peut être la résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, déjà, ça vient de l'anglais, resilience, qui veut dire rebondir. C'est un terme qui est utilisé dans différents champs, autres que la psychologie, donc on le retrouve en sciences physiques, en écologie, en informatique. Et en psychologie, la résilience est le processus biologique, psycho-affectif, social et culturel qui permet un nouveau développement après un traumatisme psychique. Alors le concept de résilience, c'est un concept multidimensionnel qui se situe à un carrefour épistémologique intégrant des apports de différentes théories, en particulier des théories développementales, systémiques, psychanalytiques et cognitivo-comportementales. Alors, pour essayer de replacer un petit peu le concept de résilience dans l'histoire, donc c'est un concept qui est très récent, qui date des années 50, qui a été étudié pour la première fois par Amy Werner dans les années 50. Donc, elle a fait une étude auprès d'enfants de l'archipel d'Hawaï, des nourrissons nés dans des conditions difficiles. C'est une étude longitudinale qui a montré en fait que les enfants à 40 ans, ces personnes à 40 ans, en fait, ne développaient pas plus de problématiques psychiques qu'un groupe lambda.
Dans les années 60-70, les travaux de John Bowlby, sur la théorie de l'attachement notamment, vont influencer les recherches en matière de résilience. Dans les années 80-90, les chercheurs anglo-saxons vont poser les premières bases théoriques dans des ouvrages particuliers sur la résilience, en parlant en particulier de stress et de coping. Dans les années 90, Boris Cyrulnik va introduire le concept en France. C'est un des spécialistes encore à l'heure actuelle. Hein. De nombreux auteurs, dont des Français et Européens, vont continuer à asseoir les théories de résilience et à développer des programmes de résilience spécifiques, notamment par exemple le programme Spark Resilience d'Ilona Bonniwell et Lucy Ryan. Alors pourquoi parler de résilience actuellement? Eh bien, on l'aura tous en tête. Hein. Effectivement, la situation de confinement que nous venons de vivre a pu entraîner de l'anxiété et un stress important, effectivement, de par la perte de liberté, l'absence de maîtrise de la situation, hein, le manque de visibilité dans l'avenir et la promiscuité familiale qui peut avoir fait émerger ou fait renforcer des tensions familiales, intrafamiliales, l'isolement également. Comment améliorer ses propres capacités de résilience? Alors pour qui? Eh bien en premier lieu pour soi-même effectivement, en tant que psychologue, car nous aussi, et cette situation est assez inédite dans ce sens-là, c'est que effectivement nous y avons été aussi plongés. Et donc les problèmes d'anxiété et de stress, nous avons pu nous-mêmes déjà rencontrer de telles situations problématiques. Et donc ça peut être intéressant effectivement de pouvoir utiliser ces compétences pour soi-même. Pour les enseignants, bien sûr, hein, dans le cadre de soutien aux équipes pédagogiques, au niveau des enfants, bien sûr, hein, au niveau par le biais d'entretiens individuels ou en groupe, et les parents aussi. Je pensais effectivement aux entretiens familiaux, à la guidance parentale qu'on peut parfois être amené à faire dans notre cadre de travail. Donc, comment améliorer ses propres capacités de résilience? Eh bien, en travaillant à partir de 6 compétences de résilience, à savoir réguler ses émotions, adopter un point de vue positif, faire de l'exercice physique, relever des défis, renforcer ses liens sociaux, s'inspirer des personnes résilientes. Alors, si on regarde un petit peu au niveau des émotions, effectivement, il va s'agir en premier lieu de réguler les émotions. Alors, on va prendre les 6 émotions de base de Paul Ekman, hein, que vous connaissez tous, la joie, la peur, le dégoût, la tristesse, la colère et la surprise. Il y en a bien d'autres, hein, il y a un panel beaucoup plus large et beaucoup plus détaillé en fait, hein, des émotions, mais on va s'atteler à ces 6 émotions de base. Alors, il va s'agir dans un premier temps d'identifier les émotions. Alors, avec les enfants, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les roues des émotions. Donc, différentes roues, on peut en trouver différentes sur Internet. Hein. Là, je vous ai présenté 2 roues des émotions, une assez complète, hein, avec effectivement les différentes émotions qui sont associées à des sensations particulières, hein, qui vont permettre d'aider les enfants à identifier ces émotions-là, et qui vont être liées aux besoins auxquels se rattachent ces émotions-là. On en parlera tout à l'heure. En fait, il va s'agir effectivement de pouvoir essayer de s'atteler à combler ces besoins pour faire diminuer les émotions, l'intensité des émotions. Donc cette grande roue bleue, là vous voyez sur la gauche, elle est utilisable en particulier avec le cycle 3, hein. C'est intéressant. La deuxième donc est plus simple, elle peut être utilisée avec les cycles 2, avec les maternelles. Et va permettre effectivement également de l'identifier les émotions. On peut aussi penser à des cocottes des émotions, surtout en particulier avec les maternelles, hein, ce qui peut être une approche ludique pour aider à l'identification de ces émotions. Alors effectivement, comme je vous le disais, donc chaque émotion est reliée à un besoin particulier, hein, qui va s'agir d'assouvir pour permettre soit de combler, de renforcer ces émotions dans le cas des émotions positives, hein, par exemple la joie, ou effectivement de diminuer l'intensité des émotions négatives liées aux émotions plus négatives. Alors, le besoin lié à la joie, c'est un besoin de partager avec les siens. Le besoin lié à la peur va être celui de protection, de se sentir en sécurité. Pour le dégoût, il va s'agir de repousser de mettre à distance, hein, ce qui est toxique. Pour la tristesse, il va s'agir d'un besoin d'attachement et de réconfort. Pour la colère, il va s'agir de défendre son territoire. Et pour la surprise, le besoin qui est associé est de faire face à l'imprévu. Alors, pour travailler justement à partir de ces ressentis, de ces besoins, pouvoir essayer pour pouvoir réguler ces émotions et d'identifier ces émotions,
Je vous propose un document qui s'appelle « Je ressens, j'ai besoin », qu'on peut trouver aussi sur Internet, hein. Alors, qui est utilisable de manière telle quelle, en fait, avec les cycles 3, qui peut être adapté un petit peu avec les cycles 2, en réduisant la quantité d'émotions. Alors, il va s'agir effectivement de donner des exemples et pour chaque exemple, d'identifier les besoins et les ressentis. Ici, on a par exemple un camarade me bouscule dans un couloir sans s'excuser. Donc, j'ai besoin d'avoir mon espace personnel, hein, que l'on respecte mon espace personnel, et donc je vais ressentir de la colère. Alors, pour pouvoir identifier les émotions et essayer d'affiner un petit peu notre regard sur les émotions, on peut utiliser aussi des nuages des émotions. Alors ici, il va s'agir, avec des petits post-it, hein, de distribuer des post-it aux enfants et de les faire réfléchir en fait sur qu'ils mettent des mots sur un mot sur chaque post-it, une émotion en fait à laquelle ils pensent. Et donc à partir de cette quantité d'émotions qui vont pouvoir être écrites, on va pouvoir les classer, les reconnaître, en parler. On va pouvoir aussi parler des émotions à travers des groupes de parole, hein, ateliers philo et groupes de parole que vous connaissez tous, que vous pratiquez sûrement déjà sur votre secteur. Alors, adopter un point de vue positif. Ici, il va s'agir effectivement de prendre un point de vue plus positif par le biais de l'optimisme, par exemple. Être plus optimiste, cultiver la gratitude. Je voulais aussi vous parler de Barbara Fredrickson, une psychologue américaine qui est spécialiste des émotions positives, qui a développé une théorie, Broaden and Build Theory of Positive Emotion, et qui a montré en fait un ratio des émotions, les ratios du bien-être. Donc il va s'agir ici de trouver 3 émotions positives pour équilibrer, pour trouver l'équilibre avec une émotion négative. Donc en fait, ce qu'on peut faire avec les enfants, par exemple, c'est de leur demander de trouver 3 activités, 3 choses, 3 événements en fait qui ont été positifs dans la journée, ce qui va permettre de réduire l'intensité des émotions négatives ou l'anxiété. Bon, vous aurez tous reconnu aussi le chat, hein, qui effectivement parle de l'optimisme et du pessimisme. Alors, il va s'agir effectivement aussi, une autre compétence de résilience, c'est renforcer ses liens sociaux. Alors, renforcer ses liens sociaux, effectivement, hein, on a vu pendant ce confinement se développer, exploser d'ailleurs les pratiques numériques par le biais de webinaires comme celui-ci, par le biais de vidéoconférences. On a accentué aussi effectivement les entretiens par téléphone pour certains, ou les entretiens par email pour d'autres. Effectivement, donc le téléphone, l'ordinateur sont des éléments qui permettent de renforcer les liens sociaux. Les familles ont pu dire aussi effectivement, hein, qu'elles avaient pu retrouver le goût du jeu, les jeux de société par exemple pendant ce temps de confinement. Le jeu en fait, des jeux de société tout simples en fait, auxquels elles ne jouaient plus par manque de temps ou par manque de motivation. Et effectivement, ce temps de confinement a permis de retrouver un lien, de renforcer les liens, tant au niveau familiaux, amicaux que professionnels. Alors une autre compétence de résilience, c'est de faire de l'exercice physique. Alors on sait tous maintenant effectivement que faire de l'exercice physique va permettre de sécréter des endorphines, hein, par le biais de l'hypophyse et de l'hypothalamus, et ce qui va diminuer l'anxiété et le stress. Et donc effectivement favoriser la résilience. Donc on peut pratiquer toutes sortes d'activités physiques, hein, des activités douces comme le yoga par exemple, hein, ou même le jardinage, hein, qui est considéré effectivement comme une activité physique, hein, ou de la gymnastique bien sûr, hein, qu'on peut faire chez soi et qu'on a pu faire aussi en temps de confinement. Pour les plus sportifs ou ceux qui ont besoin de bouger plus, on peut aussi effectivement faire des activités sportives plus dynamiques comme la course à pied, et pour les jeunes aussi notamment des jeux collectifs. Alors, relever des défis, une autre compétence de résilience. Il va s'agir là, effectivement, d'essayer de développer, et d'ailleurs, plusieurs personnes ont pu témoigner de leur expérience, en fait, pendant ce confinement. Effectivement, chacun a dans sa tête des idées de faire de la musique, de peindre, d'écrire des livres. Chacun a dans un petit coin de sa tête des idées comme celle-ci,
Mais on ne le fait pas par manque de temps, ou parce qu'on ne se sent pas compétent complètement, ou pas légitime. Et effectivement, plusieurs personnes ont profité de ce temps de confinement pour pouvoir développer ces activités créatives et pouvoir développer leur résilience. Alors, ces activités intenses qui apportent du bien-être et donc qui permettent la résilience sont appelées activités autotéliques. C'est le chercheur Csikszentmihalyi qui parle de flow, donc l'activité autotélique en fait, qui permet une intense attention portée sur l'activité et qui procure du bien-être. Une attention tellement intense effectivement qu'on en oublie même de manger, voire de dormir. Hein. Les skippers en parlent très bien en fait de ce flow lorsqu'ils sont dans leur bateau tout seuls sur la mer en train de relever des défis de traverser l'Atlantique par exemple. S'inspirer des personnes résilientes effectivement, il va s'agir ici de pouvoir regarder, observer un petit peu ce que font les personnes justement qui sont résilientes. Alors effectivement, en général, ces personnes-là vont pratiquer des activités qui vont permettre de développer le bien-être et justement de renforcer leur capacité de résilience. Des activités du type la méditation, la pleine conscience. En général, ce sont des personnes qui sont très empathiques ou qui cultivent l'empathie. Effectivement, ce sont des personnes, comme on le disait tout à l'heure, qui sont plutôt optimistes, hein, qui voient plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ou effectivement, qui font des activités qui leur plaisent, hein, qui voient souvent des amis, qui font des activités ludiques et qui font plaisir avec leurs amis, qui sont heureux et joyeux. Voilà. J'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations. Je vais terminer mon propos par un nouveau clin d'œil à Boris Cyrulnik. Personne ne prétend que la résilience est une recette de bonheur. Hein. C'est une stratégie de lutte contre le malheur qui permet d'arracher du plaisir à vivre, malgré le murmure des fantômes au fond de sa mémoire. Voilà, je vous laisse méditer quelques instants sur ces propos. Et je vous remercie de votre attention. Bonjour, je suis Geneviève Péquignot, psychologue de l'éducation nationale dans le premier degré. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'accompagnement des équipes par du soutien ciblé. Donc, je vais vous montrer un PowerPoint dont j'ai choisi d'illustrer les textes par des photos issues de la compagnie Next Nihilo, qui est une compagnie de danse contemporaine sur Marseille. Et j'ai beaucoup aimé en fait les interactions entre les danseurs qui sont vues comme un moyen de transformation qui s'exprime par le passage d'un mouvement à d'autres mouvements. Et pour aborder l'accompagnement des équipes par l'approche systémique, je trouvais que c'était intéressant d'illustrer mes propos par ces images. La crise sanitaire que nous avons traversée dernièrement nous a poussé les membres des équipes pédagogiques à modifier leurs pratiques professionnelles vraiment en un temps record. Donc, ils ont fait preuve de flexibilité, de réactivité et ont déployé d'incroyables capacités d'adaptation. Ils ont à la fois élaboré des cours en distanciel en utilisant l'outil informatique. Ils ont fait du soutien scolaire par téléphone, quelquefois même de la didactique à l'attention des parents. Et puis, lors des appels téléphoniques pour le soutien scolaire, parfois, ces appels-là se sont transformés en guidance parentale. Et puis, au moment de la réouverture des écoles, il a fallu repenser tous les espaces en respectant le protocole sanitaire, les besoins psycho-affectifs des enfants. Donc, il y a des enseignants qui se sont retrouvés à la fois à faire du distanciel et du présentiel, tout en commençant à envisager la rentrée de septembre. Alors nous, comment, en tant que psychologue de l'éducation nationale, pouvons-nous œuvrer, participer à cette rentrée de septembre-là, en sachant qu'on ne peut pas tout résoudre, bien sûr, mais que l'on peut œuvrer à notre façon, dans la place qui est la nôtre, à la résolution de problèmes. Nous allons montrer comment nous pouvons soutenir les équipes dans ce processus de transformation en utilisant l'approche systémique. Tout d'abord, nous parlerons des interventions individuelles, puis comment élargir le contexte interactionnel du psychologue, transformer les plaintes individuelles en demandes collectives,
et comment cette approche systémique peut soutenir les équipes. Tout d'abord, je vais vous parler de la position méta du psychologue et comment échanger avec les enseignants pour comprendre le soutien dont ils ont besoin et également les défis auxquels ils sont confrontés. Lorsque le psychologue intervient à l'école, il occupe une position méta, c'est-à-dire qu'il va porter un regard sur les choses en prenant du recul et en regardant les choses de façon plus large. Normalement, il n'est pas en prise directe avec les situations qu'il observe, ce qui lui permet de saisir plus facilement le nœud du problème. Pourtant, comment allons-nous occuper cette position méta en période de crise, alors que nous sommes nous-mêmes impactés, parfois physiquement par la maladie ou psychologiquement? Nous allons voir comment observer les membres de l'équipe, comment ces membres-là vont percevoir le groupe. Cela va nous donner, cette question-là, des indications sur la place de chacun. Donc, en tenant compte des mois de confinement, c'est vraiment indispensable dans notre approche parce qu'on ne peut pas faire comme si rien n'avait existé. Cette crise a vraiment modifié les rapports entre les personnes au sein du groupe. Et plus que jamais, nous avons vu combien le degré d'adaptation de chacun, les remises en question, pouvaient varier d'une personne à l'autre. Les réactions, les modes de communication, l'engagement n'ont pas du tout été les mêmes. Et les groupes de professionnels auxquels nous appartenons, donc qui sont différents d'une école à l'autre également, n'ont pas... Est-ce que ces groupes-là ont assuré à leurs participants une fonction de contenance et de protection à l'égard du dehors, un peu à la manière du paravent sécurisant qui est décrit par Winnicott avec le holding? Est-ce que ces membres se sont autorisés à partager librement leurs états émotionnels? Ont-ils trouvé auprès des collègues de l'empathie qui leur a permis de mieux gérer leur anxiété? Est-ce que les messages échangés ont été source de réconfort, de remerciements réciproques et de soutien? Donc, ce que j'ai pu observer sur le terrain, par exemple, c'est que des équipes qui fonctionnaient bien avant la crise, enfin, qui avaient un fonctionnement qui était optimal avant cette crise-là, ont fonctionné de façon efficace. Les liens se sont souvent consolidés, alors que dans des équipes qui étaient fragilisées, au contraire, le groupe n'a pas pu faire fonction de filtrage et de tamisage par rapport à l'extérieur. Et en plus, il a parfois même contribué à générer une anxiété à travers les conflits dans l'équipe. Ce qui a conduit certaines personnes de ce groupe-là à prendre de la distance pour se préserver d'un point de vue individuel, ce qui n'a pas été compris par les autres membres du groupe. Au contraire, ils ont pu parfois être considérés comme des personnes non solidaires. Donc, la question que je me suis posée, c'était vraiment, et que la question que l'on peut se poser en tant que psychologue, c'est comment chaque membre des équipes a contribué par sa personnalité, par la tonalité de son humeur et de ses échanges, à créer des ambiances différentes au sein des groupes. Le distanciel entre les participants a parfois été plus propice aux tensions parce que le non-verbal n'est pas venu moduler le message qui était adressé. Et en effet, quand la parole est à l'état brut, elle peut faire violence, alors qu'en présentiel, avec le non-verbal, il y a certaines paroles qui peuvent être mieux prises par un petit clin d'œil, un petit geste. Donc, le choix des mots que l'on a dans une conversation va dépendre en partie, nous-mêmes, en tant qu'adultes, de nos émotions, de la façon dont on va pouvoir les gérer et de notre impulsivité. On s'est rendu compte parfois que le fait d'échanger par écran interposé pouvait désinhiber certains comportements et exacerber certaines tensions. Donc, s'élargir à de nouveaux interlocuteurs, élargir le contexte, va être pour le psychologue une façon d'être vigilant, pour ne pas, c'est un point de vigilance important pour ne pas entrer dans l'unique point de vue d'un interlocuteur. Parfois, dans les écoles, on est amené à discuter avec les mêmes personnes. Mais là, en élargissant nos contacts, cela va nous permettre d'avoir un aperçu de l'organisation de chaque établissement, de leur mode de résilience, ce qui va être important dans nos futures interventions, parce que l'analyse des règles du jeu qui sous-tendent les relations
va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe et d'adapter des stratégies pour mieux comprendre également les personnes, la façon dont elles réagissent. Le rôle de chacun est influencé par les règles implicites de fonctionnement de chaque école. Et quand on intervient dans une école, on se rend vite compte que les jeux relationnels passés et présents influent sur les relations actuelles. En tant que psychologue, plus on comprendra ce jeu relationnel, plus on pourra être efficace dans nos interventions, mais également nous parviendrons davantage à nous préserver. Parce qu'en situation de crise, les tensions peuvent être exacerbées et il faut vraiment veiller à ne pas en faire les frais. Apprendre à se décentrer par l'analyse du système va nous permettre de nous préserver de ces comportements que l'on pourrait prendre pour des attaques personnelles. La crise sanitaire a bousculé l'homéostasie de certains établissements et ce changement a pu être vécu par ses membres de façon menaçante, surtout lorsque ça dysfonctionne. L'implication réelle de l'observateur dans le système qu'il observe peut exercer malgré lui une influence sur les phénomènes qu'il étudie. Parfois, le psychologue dans les écoles est vu comme extérieur au système. La relation est perçue comme étant hiérarchisée de façon verticale et contrôlée, alors que le psychologue est un observateur qui fait partie de la réalité qu'il observe. Il peut même être un participant qui contribue à la co-construction de la réalité de ce système. Donc, en tant que psychologue, nous appartenons à ce système-là et nous sommes amenés à nous inclure nous-mêmes dans notre propre champ d'observation. Il est vraiment important de s'intéresser lors de nos observations à nos propres réactions, au même titre que celles des autres professionnels concernés. Ce que l'on peut observer aussi parfois, c'est que quand on modifie nos relations avec les autres, ou quand une personne du groupe modifie ses relations avec les autres membres du groupe, ça peut influer sur la dynamique de ce groupe. Le psychologue est vraiment au sein d'un système, d'un modèle circulaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre pour réalité un seul point de vue individuel, mais il va vraiment s'intéresser aux conditions relationnelles réciproques. Donc, tous les systèmes sont en évolution parce qu'ils sont constamment en mouvement, du fait d'être influencés par les réactions, les attitudes des personnes au sein de ce système-là, mais ils sont également influencés par les systèmes autour, comme la famille, le quartier, la ville, avec lesquels ils sont en interaction. Comment, en tant que psychologue, pouvons-nous transformer une plainte qui va être formulée parfois sous forme individuelle, comment on peut la transformer pour la mettre au service du groupe et faire avancer le groupe? Souvent, la plainte est formulée en termes négatifs, en termes d'incapacité, alors que la demande, elle, ouvre davantage sur l'avenir en termes de potentiel et d'action possible. Souvent, dans les écoles, on est considéré comme un expert en psychopathologie, c'est-à-dire qu'on est investi de la compétence à résoudre un problème défini, mais en termes individuels. Donc, on est vraiment, la tâche qui nous incombe, souvent, c'est de trouver une solution aux difficultés. Et si l'on accepte d'occuper uniquement cette place, dans notre coin, tout seul, eh bien, on risque de s'épuiser. Et l'enseignant qui interpelle le psychologue, souvent se trouve dans une situation de dysfonctionnement, dans un moment où il est lui-même en crise. Donc, par exemple, pendant cette crise sanitaire que l'on a connue, l'impréparation, l'improvisation qui a été ressentie par les équipes a été source de stress. Les enseignants se plaignent même encore actuellement d'une double charge de travail entre le présentiel et le distanciel. Et ils appréhendent cette rentrée de septembre parce qu'ils ne savent pas comment l'anticiper. Donc, ils s'imaginent travailler tout l'été pour adapter leur pédagogie à une hétérogénéité qui serait allée sans doute croissante pendant le confinement, alors qu'ils se disent déjà épuisés. Ils ne savent pas comment tenir en cette période-là. Le psychologue risque donc de se retrouver peut-être davantage sollicité par les enseignants si le confinement exacerbe les difficultés des enfants en termes d'apprentissage, mais également sur le plan psychologique. Et la question à se poser en amont de cette rentrée de septembre, c'est vraiment comment pouvons-nous transformer les plaintes individuelles en demandes plus collectives
pour s'engager dans un processus qui soit actif et commun. Comment pouvons-nous bâtir une stratégie d'intervention et élaborer des projets en concertation? Les questions qui ont émergé chez les enseignants pendant le confinement et qui peuvent être oubliées parce qu'ils vont reprendre le cours des activités, peut être maintenu au travail par le psychologue. Par exemple, à un moment donné, le fait de ne pas arriver à s'organiser au niveau des techniques, des nouvelles technologies en matière d'information et de communication a été vécu pour eux comme un frein. Comment nous, en cette période-là, pouvons-nous aussi être un relais auprès de la hiérarchie pour prendre en compte une demande de terrain qui a été formulée à un moment donné, en particulier le fait de participer à des ateliers pour développer ces compétences-là. Comment on peut prendre le relais par rapport à ça et comment aussi mobiliser le médecin scolaire pour travailler en concertation sur d'autres points. Donc, définir le problème à partir de l'écoute attentive de la description de l'explication que l'enseignant va donner du problème va nous permettre de définir ensemble quel changement il souhaite. Et nous, en tant que psychologues, nous pouvons effectuer un recadrage en mettant de côté le pourquoi de l'intervention pour s'intéresser davantage au comment. On va définir une stratégie d'intervention où le psychologue va solliciter la participation de la personne dans la définition d'un changement qui est souhaité. Donc, poser de nouvelles questions qui soient plus ciblées pour définir un contrat de collaboration et un cadre qui prenne en compte le lieu, les modalités de l'intervention et le rôle de chacun. Avec l'approche systémique, au niveau du groupe, cela peut nous donner des outils ou du moins une posture différente. C'est-à-dire que le psychologue va contribuer à regarder les situations sous des angles différents de ceux avec lesquels les équipes étaient parfois habituées à travailler, en recherchant les compétences plutôt qu'en cherchant à corriger les erreurs, pour impulser une dynamique créative au sein du groupe. Le psychologue peut être un facilitateur au niveau de la communication en s'efforçant de travailler en équipe plutôt que tout seul dans son coin. Alors, c'est une approche qui est efficace lorsque le climat est bienveillant et lorsqu'il y a une confiance réciproque, ce qui n'est pas toujours réalisable lorsqu'un groupe dysfonctionne. Donner des conseils a tendance plutôt à freiner la capacité de chacun à répondre, alors qu'en étant le garant du respect des différents points de vue et de la circulation de l'information, on peut être un incitateur à la créativité. Instaurer un cadre sécurisant peut faire émerger des solutions originales et spécifiques et aider certains membres de l'équipe à s'ouvrir à de nouvelles façons d'échanger qu'ils n'avaient pas encore explorées. Un travail de réflexion peut donner lieu à des tâches respectives pour aider chacun à jouer un rôle différent au sein du groupe. Lorsqu'il y a une transparence au niveau de la communication, la parole est libérée et chaque membre peut s'impliquer davantage. Il peut trouver une place plus fluide et plus confortable au sein du groupe. Quand on accueille l'expérience de chacun des participants, cela peut également venir alimenter une expérience collective et découvrir, relier tous ces éléments entre eux permet de mieux appréhender, de mieux comprendre les dimensions des situations et puis de ce que l'on fait chacun au sein du groupe. L'expérience de ce groupe peut alimenter notre propre réflexion et aider chacun à mieux percevoir son rôle et ses capacités. Le psychologue, dans cette organisation circulaire, va aider l'équipe ou l'individu à devenir acteur du changement, alors que dans l'organisation plus linéaire, beaucoup d'attentes reposent sur ses épaules. Et en plus, il devra y répondre souvent seul. Alors que s'il agit comme un révélateur des ressources de chacun, en recherchant les potentialités chez l'autre, mais également chez lui-même, le psychologue pourra davantage contribuer à soutenir les équipes tout en se préservant. Apporter notre écoute, réfléchir encore davantage en concertation à des aides pour soulager l'enseignant, les familles, tous les systèmes dont on a parlé tout à l'heure et qui interagissent, permet de désamorcer certaines situations et l'approche systémique peut nous offrir cette possibilité.
Voilà, je vous remercie. Donc, ravie de vous retrouver après ces 3 présentations. J'ai relevé quelques questions lors de la présentation. Je pense que ça vous a captivé d'ailleurs, parce que on en a très peu. J'invite les participantes à me retrouver sur scène en direct, ce qui vous laisse aussi le temps de poser des questions si vous le souhaitez dans la rubrique questions, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. On attend Geneviève et puis on va démarrer. Effectivement, je pense que ça répondait à un besoin de terrain. Ah, Geneviève arrive. Bonjour. Donc voilà, j'ai relevé quelques petites questions par rapport à l'intervention de Mélène. Donc, Mélène prend la parole en priorité et puis si les intervenantes souhaitent compléter ou prendre la parole, pas de souci. Pendant ce même temps, je vous invite à continuer à poser des questions dans la rubrique prévue à cet effet. Donc, Mélène, puisque c'est toi qui as démarré, je voudrais que tu nous précises si le psychologue de l'éducation nationale a une place pour promouvoir l'enseignement des compétences socio-émotionnelles. Oui, tout à fait. Ça fait partie des actions qui sont dans nos missions et c'est quelque chose qui se fait. Alors bien sûr, ça sera toujours de notre place de psychologue, bien entendu. Il ne s'agit pas d'être ni des enseignants ni des conseillers pédagogiques, mais nous accompagnons les équipes. Alors nous pouvons avoir des interventions au niveau individuel, de certains élèves, avec des parents, avec des enseignants, mais on peut aussi voir à mettre en place des programmes, des ateliers en partenariat avec les personnes qui seraient volontaires et disponibles. Moi, je sais que j'ai eu une formation de formateur à cela. Il y a de plus en plus d'actions en ce domaine et beaucoup de psychologues de l'éducation du monde entier sont aux premières loges dans ce type d'action. Cela paraît vraiment quelque chose qui va être de plus en plus incontournable. Et en ce moment, ça paraît un bon moment pour mettre en place ou développer ce type d'action d'apprentissage et de compétences. On fait partie des équipes de notre position de psychologue et on a beaucoup de choses à dire. Dans les références que j'ai mis voilà, dans le PowerPoint, vous trouverez énormément de petites activités que nous-mêmes, nous pouvons accompagner, mettre en place, conseiller, aider à sélectionner. Et voilà, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans ce domaine. Ça fait partie de nos missions. Merci. Peut-être une petite précision, effectivement, vous aurez les endroits où chercher les outils que les intervenantes vous ont mis en ligne, également les PowerPoint par écrit, l'écrit supplémentaire de Geneviève par rapport à son PowerPoint, les coordonnées des ressources pour l'intervention de Fanny, etc., etc., sur le site de l'AFPEN. Alors, laissez-nous un petit peu de temps, mais d'ici 1 ou 2 jours, voilà. Alors, pour Fanny, il y a une question qui a émergé. Comment peut-on penser des jeux collectifs quand on ne peut pas se toucher, quand le protocole sanitaire est un peu plus strict? Oui, effectivement. Alors, les jeux collectifs, donc dans un premier temps, effectivement, on peut penser aux jeux collectifs au niveau intrafamilial, quand il y a des fratries. Effectivement, on peut essayer d'augmenter les temps collectifs dans les jardins. Si les familles ont des jardins, on peut conseiller justement aux familles d'augmenter ce type de temps quand les enfants sont à l'école à la maison.
Au niveau des écoles, effectivement, il y a des jeux collectifs qui permettent de ne pas se toucher parce qu'effectivement, il y a la distanciation physique à respecter. Des jeux comme 1, 2, 3 soleil, des jeux de mime. On peut aussi effectuer pour les plus grands des baccalauréats ensemble dehors aussi. Hein. Voilà, toutes sortes de jeux, effectivement, qui permettent une certaine distance entre chaque enfant. Voilà. Et oui, effectivement, pour préciser, il ne s'agit pas effectivement d'utiliser du matériel pour le moment, même si on peut espérer que dans les prochains protocoles, il y ait un assouplissement par rapport à ce matériel. Merci Fanny. Vous voulez compléter? C'est bon? Geneviève, là je vois que les questions arrivent petit à petit. Comment susciter… Ah pardon Fanny, tu voulais terminer? Oui, j'avais juste une petite remarque. Il y a eu des personnes qui ont été un peu gênées par la rapidité de mon intervention. Je voulais m'en excuser parce qu'effectivement, nous avons pour l'intervention un temps limité d'environ 10 minutes et c'est vrai j'ai voulu en dire le maximum en peu de temps, ce qui a entraîné effectivement une espèce de rapidité au niveau du débit. Donc voilà, j'en suis désolée et j'espère que de toute façon, n'hésitez pas à retourner sur le site de l'AFPEN pour revoir les présentations. Voilà. Donc, par rapport à l'intervention de Geneviève, plusieurs signalent que, pour l'instant, c'est vrai que les équipes sont assez prises dans le quotidien où elles dysfonctionnent et il y a parfois pas de demande qui émerge. Donc, c'est vrai que toi, tu parlais de transformer la plainte en demande. Donc, comment travailler dans ce cas-là? Dis-nous un petit peu. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs façons de travailler. Déjà, le fait d'aller sur le terrain, alors avec le virus, on ne peut pas forcément aller dans toutes les écoles, mais on peut rester en lien au niveau téléphonique, relancer les équipes pour prendre des nouvelles. Donc, c'est vraiment le tissage de liens au niveau du terrain, mais aussi veiller à ce qu'on ait une visibilité au niveau de notre hiérarchie, de notre inspecteur, les conseillers pédagogiques, pour essayer de s'intégrer dans des projets déjà mis en place. Alors là, je travaille sur la ville d'Aubagne et dès le départ, des pôles ont été mis en place avec un psychologue par pôle, un conseiller pédagogique. Donc dès le départ, nous avons pu échanger et mutualiser nos expériences et croiser nos regards. Donc ça a été un facilitateur. Par contre, c'est vrai que dans certaines circonscriptions, ça n'a pas été mis en place. Donc là, c'est plus difficile ensuite à un niveau individuel d'exister, d'avoir cette visibilité-là. Alors, moi, ce que j'avais remarqué, parce que je suis en poste depuis la 2e année, je suis arrivée dans des équipes où au départ, ma simple présence pouvait gêner. Donc, j'avais remarqué que c'était très difficile d'échanger avec ces équipes-là. Et j'avais fait le choix d'y aller régulièrement, une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, entre midi et 2, sur des temps informels. Et ça a été vraiment un travail d'apprivoisement. Et avec le temps, les équipes se sont davantage confiées sur leurs pratiques, mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Donc là, la présentation que j'ai faite, c'est plus une posture systémique que vraiment des outils, puisqu'on est tous différents, on a tous des personnalités différentes, une histoire différente. Donc on va pouvoir créer, inventer une place à notre niveau auprès des équipes, mais c'est sûr que nous, tout seuls, on peut pas, on risque de s'épuiser, d'où vraiment l'intérêt de trouver des partenaires, que ce soit au sein de l'éducation nationale, aussi au niveau de l'AFPEN, de pouvoir échanger avec d'autres psychologues sur nos pratiques, se soutenir mutuellement. Il y a beaucoup de psychologues qui souhaitent, par exemple, faire des supervisions, mais parfois tout seul, c'est compliqué. Donc peut-être s'organiser aussi pour organiser des analyses de la pratique, parce que ça nous permet de prendre du recul et d'être plus fort. Voilà. Mais après, j'ai pas disons, de solution toute faite. C'est vraiment quelque chose qui se construit à plusieurs, en échangeant aussi avec les collègues. Voilà. Bien, donc nous avons fait le tour des questions. Est-ce que vous souhaitez donner une précision, les intervenantes, ou est-ce que, au départ, oui, Mélène, je te donne la parole. Oui, je vois qu'il y a des questions justement sur comment est-ce qu'on peut mettre en place ce dont je parle,
l'enseignement des compétences socio-émotionnelles ou psychosociales avec la charge de travail que l'on a. Hein. Moi, je suis dans la même situation, j'ai eu jusqu'à 15 écoles, 3 ULIS, pareil. Hein. Et justement, c'est vraiment en fonction du terrain. On peut d'abord travailler vraiment avec l'équipe de circonscription, on peut travailler par groupe d'intérêt, on peut travailler avec moi c'est ce que je fais, avec des directeurs ou directrices qui sont volontaires. Souvent, c'est parti de besoins, par exemple par rapport à des situations de harcèlement ou trop de conflits dans la cour de récréation. Comment est-ce qu'on peut justement veiller au bien-être? Alors, on a travaillé par exemple sur le sommeil en maternelle, l'aménagement de la classe, justement des petites activités sur la résolution de conflits, la table de paix. C'est vraiment un travail au plus près du besoin du terrain, comme psychologue, ce qu'on fait. Alors évidemment, au milieu de toutes les activités qu'on a à faire, c'est vraiment très, très, très difficile parfois, mais c'est une partie, un volet de notre travail. Et je pense qu'en ce moment, c'est pour ça que c'était pour moi intéressant d'en parler maintenant, on a plus le temps que d'habitude peut-être pour préparer ce genre de choses. Et là, dans cette rentrée qui s'annonce avec des contours très très flous, peut-être que justement ça peut être un projet. Moi, je sais que j'ai demandé à intervenir dans des conseils d'école parce que ça intéressait certains des conseils de maître plutôt, des rendez-vous, on a demandé avec certaines personnes de ma circonscription à participer à une formation qui était au PAF sur l'enseignement des compétences psychosociales à l'école. Et on a mis en place tout un groupe d'activités, de travail. Vraiment, tout cela est en équipe, parce que nous, dans nos secteurs, on est bien seuls, mais on n'est pas seuls vraiment. Il y a d'autres psychologues dans d'autres endroits. Et il y a également un travail possible en partenariat avec le terrain, en lien avec vous, avec les personnes qui seront volontaires, qui seront motivées pour le faire. Et c'est vrai qu'il y a, je trouve, de plus en plus de personnes qui sont partantes pour ce genre de choses parce qu'on sait les effets que ça a. C'est non seulement prouvé par la recherche, mais c'est vrai que ça donne aussi un sens et une compétence et une cohérence de travailler là-dessus dans nos équipes et dans notre travail quotidien. Merci. Il y a une question pour Geneviève, c'est comment mettre en place des groupes de parole avec les enseignants, avec le psy, en faisant intervenir le psychologue de l'éducation nationale ou des intervenants extérieurs, point d'interrogation. Alors, comment au niveau de l'AFPEN, par exemple, des délégués départementaux de l'AFPEN organisent des groupes d'échange de pratiques. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de se tourner vers l'AFPEN de votre département pour voir ce qui peut être mis en place à ce niveau-là. Après, au niveau des écoles, j'y ai pensé à organiser des groupes d'échange avec des enseignants. Pour l'instant, c'est quelque chose qui se construit, puisque déjà le temps de s'intégrer au sein de l'école, c'est plutôt des échanges avec des groupes réduits. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de projets à mettre en place selon les écoles d'intervention. Et puis, pareil, au niveau du réseau, ce qui peut être mis en place pour voir comment s'intégrer dans quelque chose, un tissu qui existe déjà, et comment mettre sa petite touche personnelle au sein des équipes. Il y avait une question aussi tout à l'heure sur ma formation. Donc, j'ai une formation en psychologie clinique et en psychopathologie. Mais donc c'est une formation que j'ai passée il y a longtemps, en 99. Mais entre-temps, je me suis aussi ouverte à d'autres pratiques, à l'évolution, enfin au niveau théorique. J'essaie de... Et voilà, je fais partie du nouveau corps des psychologues de l'éducation nationale. Donc j'ai passé le concours au tout début, en 2017, je crois. Et après, je pense que quelle que soit justement notre formation, on peut, comme je disais tout à l'heure, avec notre bagage théorique, avec notre expérience de terrain, je crois beaucoup au réseau finalement, au fait de travailler ensemble. Voilà. Donc, il y a des petits commentaires qui disent aussi, voilà, les enseignants risquent de faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire faire classe, au détriment de la pensée, de l'émergence de certains sentiments ressentis. Et comment, voilà aussi, nous-mêmes, nous avons été sidérés par cette situation et sans attendre, voilà,
l'ordre ministériel ou autre, comment faire émerger tous les ressentis des enfants à partir du mois de septembre. Peut-être Fanny, tu peux revenir là-dessus? Oui, est-ce que tu peux j'ai eu un problème de connexion, est-ce que tu peux me... Oui, ça peut arriver, c'est les aléas du direct, hein, c'est comme ça. Donc, il y a des questions qui disent, voilà, il y a des enfants qui n'auront pas repris le chemin de l'école déjà d'ici septembre, et puis plusieurs enseignants vont se mettre à faire ce qu'ils savent faire, hein, c'est-à-dire la classe, mais peut-être au détriment de faire émerger le ressenti des enfants, comment ils ont vécu cette période, cette longue période d'absence. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses aussi pour la rentrée de septembre? Oui, effectivement. Alors, moi, je pense que le travail, en premier lieu, effectivement, comme tu disais, certains enseignants vont avoir tendance à faire ce qu'ils savent faire et à reprendre la classe de manière un peu naturelle. Et donc, effectivement, je pense que le premier travail à faire, c'est un travail auprès des équipes, justement, pour essayer de voir un peu comment les équipes, comment les enseignants ont vécu, en fait, un peu ce confinement aussi, et comment ils voient les choses. Et effectivement, on peut aussi leur proposer de faire des groupes de parole, d'intervenir aussi sur des petits groupes d'enfants pour pouvoir ou pour les aider aussi à réfléchir justement à comment aborder cette thématique-là aussi, ce thème du confinement auprès des enfants, par le biais de questions. Pendant le confinement et juste après, en fait, aussi au niveau du déconfinement, de nombreux psychologues de l'éducation nationale ont proposé aussi justement des documents d'aide au déconfinement avec certaines questions qu'on peut poser aussi en classe pour aider les enseignants à aborder ce retour à l'école. Des choses qui étaient très intéressantes, en particulier, je pense aux documents des psychologues de Montpellier, par exemple. Vous retrouverez les sources sur le site de l'AFPEN, des choses qui sont très intéressantes en fait qu'on peut mettre en place pour aider les équipes en fait à aborder ces déconfinements et à aborder aussi effectivement le retour des enfants en septembre, en particulier les enfants qui n'auront pas remis le pied dans l'école depuis le mois de mars, parce qu'il va y en avoir un certain nombre. On essaye au maximum au niveau des écoles à ce que tous les élèves puissent revenir, et on sait bien que les élèves qu'on voudrait voir à l'école, des enfants en difficulté notamment, ou des familles un peu avec des situations un peu particulières, ce sont ces enfants-là qu'on a du mal à voir revenir à l'école. Et ces enfants, en fait, vont avoir passé plusieurs mois justement sans mettre un pied à l'école, et ça va être effectivement nécessaire de pouvoir leur proposer une rentrée en douceur, avec un retour en douceur à l'école pour qu'ils réapprivoisent ce côté scolaire, en fait, qu'ils n'auront pas pratiqué pendant de nombreux mois. Voilà. Merci en tout cas pour toutes les remarques que vous faites également, les partages d'expériences sur la rubrique des questions, c'est très intéressant. Il y a une question qui est posée. Dans le cas où le retour à l'école n'a pas encore pu se faire, comment anticiper les demandes? Pouvons-nous déjà demander à notre IEN de mettre en place des formations sur les compétences psychosociales et psycho-émotionnelles? Alors, je vous laisse la parole. Oui, donc c'est vrai, bonjour Ray. Et oui, effectivement, c'est tout à fait possible de préparer en amont cela. On peut demander effectivement aux IEN, on peut partager des expériences avec d'autres personnes. Il y a tout un tas maintenant de choses qui se font en ligne, parce qu'on est devenu très télépsy, malheureusement. Et il y a vraiment moyen de partager les pratiques, de faire des ateliers. Bon, la FPEN, elle soutient des groupes de travail locaux, évidemment, mais il y a plein de choses qui se font. Je sais qu'il y a beaucoup d'académies qui mettent maintenant en place des enseignements de ce type dans le plan de formation continue. Mais en ce qui concerne la rentrée prochaine, effectivement, comme on est au mois de juin, il y a peut-être moyen de demander une intervention, un groupe de formation
il y a énormément de documents et d'outils. Là, j'ai vu que vous parliez de cartable des compétences psychosociales. Je vous en ai mis beaucoup hein, dans les outils que j'ai signalés. Il y en a plein. En fait, le seul problème, finalement, c'est de trier l'information, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses. Donc, je crois que ce qui est mieux, c'est d'essayer de voir, de partir des besoins, de ce qu'on peut observer nous-mêmes sur notre terrain, de notre place de psychologue, de voir avec qui on peut être en partenariat, qu'est-ce qui serait possible de faire, et à partir de là, construire avec ces outils qui sont déjà à disposition finalement, et se construire quelque chose qui fasse sens pour nous, qui fasse sens pour les personnes avec qui on travaille. Il me semble que c'est une façon de faire, et mettre nos IEN dans la boucle. Ils sont à l'écoute en ce moment, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de consignes en ce sens-là, le bien-être, etc., avec tout ce qui s'est passé, hein, parce que ça a été une situation très difficile pour toute la population. Je pense que ça sera tout à fait entendu. Moi, je sais que dans mon académie, on a mis en place des systèmes de circonscription apprenante où on partage les pratiques, on fait des échanges, on s'inspire de ce qui se passe dans les autres endroits et ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, il y a une question qui émerge, et les psy-EDO, point d'interrogation. Donc, je vous laisse la parole de façon indéfinie. Les psy-EDO, pour nous, on ne fait pas la différence, on dit psy-EN, on ne fait pas la différence entre psy-EDA et psy-EDO. Mais effectivement, par rapport au pilotage de l'IEN, quand on est psy-EDA, c'est peut-être un peu différent. Donc, je vous laisse la parole. Fanny? Oui, effectivement, les psychologues EDO, donc du second degré, n'ont pas le même type de pilotage que les psychologues EDA. Donc, effectivement, le statut de psychologue, comme le disait Geneviève tout à l'heure, est très récent, hein, 2017, avec un nouveau corps avec les deux orientations EDA et EDO. Et effectivement, les psychologues EDO avaient déjà un certain pilotage avec les directeurs de CIO, qui sont eux-mêmes effectivement encadrés par les IEN EDO. Nous, au niveau des psychologues EDA, nous étions au préalable enseignants habilités à être sur un poste de psychologue, hein, avec les concours de diplôme d'EPS, et nous étions, et nous sommes toujours d'ailleurs attachés aux inspecteurs pédagogiques, les inspecteurs de circonscription, et donc effectivement, nous n'avons pas le même pilotage. Effectivement, dans la période de crise sanitaire qu'on a rencontrée, les inspecteurs de circonscription étaient très orientés sur la continuité pédagogique, effectivement, et donc ont été très centrés sur comment accompagner les équipes pédagogiques. Et effectivement, il y a beaucoup de psychologues EDA hein, qui se sont sentis un peu délaissés, désorientés, en manque de pilotage, parce qu'effectivement, nous pensions aussi à la continuité psychologique, et effectivement, ce n'était pas forcément la priorité des inspecteurs. Donc, les psychologues EDO, eux, ont un pilotage plus ciblé, mais effectivement, l'AFPEN œuvre pour justement la représentation des psychologues EDA au sein de l'architecture administrative. Hein. Et donc, il y a eu un travail effectivement assez intense effectué pendant ce confinement au sein de l'AFPEN. Je ne sais pas si d'autres de mes collègues qui veulent rajouter quelque chose. Oui, au fond, c'est vrai que c'est toujours des élèves, c'est toujours les mêmes besoins, même s'ils évoluent évidemment à l'adolescence. Et je pense que tout ce qu'on dit là, ce sont les recherches dont je vous ai parlé par exemple, et tout ce qu'on peut parler sur la résilience et la systémie, l'approche systémique, la psychologie positive, ça s'applique absolument au second degré, même aux adultes, on va dire. Donc après, il faut adapter. De toute façon, l'idée, c'est d'adapter des principes et des idées par rapport aux besoins de chaque terrain. Dans les outils que l'on propose, il y a des choses spécifiques pour le collège, hein, pour le premier degré, pour le collège et pour le lycée. Donc, effectivement, je vois là qu'il y a on parle des ateliers canopés avec des petits webinaires. Moi, j'assiste à quelques-uns qui sont très bien faits. Bon, il y a un nombre limité de places, encore plus que ce webinaire-là. Mais il y a plein d'outils qui sont proposés en ce moment. Le plus difficile, finalement, c'est de faire le tri et vraiment penser à partir de ses besoins à soi, des besoins du terrain, et de travailler, si possible, en coopération et en groupe et en équipe. Hein. C'est le moment de faire ces liens, c'est le moment de notre place de psychologue, d'apporter cet éclairage, de prendre cette place, hein,
qui nous est faite en ce moment particulièrement, vu le contexte. Il y a aussi l'OCCE qui propose des outils à l'attention des enseignants et des enfants. Une autre question qui a émergé, c'est si l'on prend des groupes d'enfants pour exprimer des ressentis, alors pas trop groupe de parole parce que ça répond à un cadre particulier, hein, ce terme-là, est-ce que l'on doit demander l'autorisation aux parents? Donc, qui souhaite répondre à cette question? Oui, Mélène? Alors, je sais que ça va dépendre de la façon dont ça se passe, hein, parce qu'effectivement, normalement, on doit demander l'autorisation aux parents si on intervient. Après, si c'est dans un contexte où on accompagne un projet qui est fait avec des enseignants, là, c'est une autre chose, hein, et peut-être justement, on peut être un petit peu un garant d'une certaine qualité de ce qu'on peut mettre en place. Moi, je sais que des fois, il y a des initiatives, j'allais dire, un peu sauvages. Hein, il faut faire vraiment attention. Moi, par exemple, dans la mairie, hein, avait une fois mis en place des choses que je trouvais très, très dangereuses par rapport à la libre expression de la parole avec des documents qui paraissaient inadaptés, des choses comme ça. Donc, je pense qu'effectivement, il faut dire qu'on met en place certaines choses, éventuellement de signaler à la présence du psychologue, mais normalement, l'autorisation officielle, c'est pour un travail psychologique, un bilan, une évaluation. Parce que si c'est de l'animation avec d'autres personnes, c'est peut-être pas nécessaire, ça dépend des contextes. Hein. Si c'est une évaluation psychologique, des entretiens, évidemment, il faut, en tout cas dans le premier degré, demander l'autorisation expresse, hein, de toutes les personnes qui détiennent l'autorité parentale, hein, et ça c'est important. Je sais que dans le second degré, c'est différent parce qu'il y a des permanences et des choses comme ça. Donc c'est à nous d'exercer un petit peu ce jugement et de se renseigner si on a les moindres questions sur le type d'autorisation qu'il s'agit d'avoir pour intervenir auprès des élèves. Oui, pour compléter ce que disait Mélène, hein, c'est vrai qu'effectivement, dans le cadre de notre pratique, effectivement, il nous faut une autorisation, et même, moi, je vous conseille d'avoir une autorisation écrite, hein, pour pouvoir rencontrer les enfants dans le cadre individuel, dans le cadre d'une évaluation psychologique, par exemple, ou d'entretien, même si, effectivement, une autorisation orale peut suffire, mais c'est effectivement, moi, je vous encourage vivement, notamment dans le cas de situations conflictuelles entre parents, par exemple, d'avoir les autorisations écrites des deux parents. Dans le cas de situations de groupe, effectivement, il va s'agir en fait d'apporter une information aux parents, hein, qu'ils soient au courant qu'effectivement les enfants participent à un groupe, mais l'autorisation parentale ne va pas être automatique. Voilà. Par contre, effectivement, une information aux parents va être nécessaire. Bien, donc je vous remercie en tout cas pour ces réponses. Pour ce qui est, je vois que beaucoup de personnes posent des questions par rapport au bilan qui soit à faire en élémentaire également en maternelle. Donc pour ce qui est du bilan annuel, il est dans nos missions comme d'habitude. Pour ce qui est de la réponse des bilans que l'on nous demande à l'heure actuelle, c'est, j'ai dit avant en démarrant ce webinaire que nous répondrions aux questions qui avaient un rapport avec le sujet posé. Donc nous prenons note que c'est une question qui est importante pour vous, que les bilans qui sont demandés à l'heure actuelle par certains IEN sur la situation donnée ont un impact sur votre activité professionnelle, et nous allons y réfléchir au sein du CA. Nous notons cette question et nous vous apporterons une réponse collective sur le site de l'AFPEN, mais pas dans le cadre du webinaire ici où 3 sujets ont été abordés cet après-midi. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Au départ, le webinaire était prévu de 14h à 15h30. Et puis, il y a eu une petite coquille dans la présentation. Nous mettrons également, voilà, je lis en même temps les questions qui arrivent. Hein, c'est pour ça que vous pouvez me voir un peu bugger par moment. Les interventions collectives en information aux parents, oui, bien sûr, vous pouvez en faire. Hein, je ne vois pas
par rapport à quoi, sur quel sujet. C'est dans nos missions, en tout cas, de faire des interventions à l'attention des familles, tout comme à l'attention des enfants et des personnels d'éducation nationale. Mélène a parlé de formation via des webconférences. Quels sont les différents organismes, alors là, ça arrive en même temps, qui les dispensent? Nous mettrons tout ça sur le site de l'AFPEN, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et en vous remerciant infiniment de nous avoir écoutés. Au revoir à tous et à très bientôt pour une autre diffusion peut-être. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.